La Chine en français avec notre direct quotidien Chine Express. Nous recevons Christian Huglot depuis 78, engagé donc sur les grands dossiers écologiques, auteur du livre La justice climatique, avec une salve de questions. Alors il y en a vraiment, je ne sais pas si on va avoir tout le temps de vous poser. Christophe, je te laisse la suite. Je compte sur votre sobriété. Emmanuel Macron reçoit en ce moment même à New York le titre de champion de la Terre. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire ? Je ne veux pas être méchant, mais... Alors vous faites ce que vous voulez. J'adore les phrases qui commencent comme ça. Allez-y. Non, je ne veux pas être méchant, J'aime bien les mots. Mais, comment dirais-je, les paroles verbales, comme disent certains hebdomadaires, ça m'échappe un peu. Je vais vous expliquer pourquoi. Très simplement, on peut afficher une position importante à l'extérieur en disant « Vive l'accord de Paris », etc. C'est à la gloire de la France, il faut le dire. Oui, il me semble, oui. Bon. Et seulement quand vous regardez les choses, qu'est-ce qu'a voulu faire le gouvernement il n'y a pas longtemps ? Il a voulu inscrire le climat dans la Constitution. C'est aucun intérêt. Pourquoi ? Parce que déjà, dans la charte de l'environnement, nous l'avons. Et comme j'ai été déposé à l'Assemblée nationale sur cette question-là, on m'a dit, qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai dit, écoutez, c'est de l'incantation, parce que de toute façon, le verbe que vous avez choisi pour mettre ça dans la Constitution, je vais simplifier, la France s'intéresse au climat. On s'en fiche comme règle de droit, ça n'existe pas. Donc on est vraiment dans le symbole, selon vous, là ? Voilà, dans le symbole. Si on dit la France garantit la lutte contre le réchauffement climatique, ça m'intéresse. Mais par contre, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il faut voir dans le Code de l'environnement les dispositions législatives. Les dispositions législatives, il y a un texte qui s'appelle l'article L229-1, nos lecteurs, nos auditeurs peuvent vérifier, oui, qui commence par les mots à peu près suivants. La France s'engage dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a des avocats qui ont présenté ce texte à des tribunaux pour dire attendez, dans telle opération, vous n'avez pas respecté les règles de procédure d'étude d'impact climatique, etc. Les tribunaux répondent cette phrase est un programme, elle n'est pas une règle de droit. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas totalement. Alors, donc pour moi, c'est la même chose. Alors, j'aurais dit commencer par balayer dans votre code de l'environnement et mettez des choses qui sont carrées. Après ça, on discutera. Et sinon, on va demander aux tribunaux de faire le travail. Vous savez, il y a des décisions importantes qui ont été rendues récemment en France. C'est passé inaperçu. Vous savez qu'il y a un grand programme de zone commerciale au nord-est de Paris. Vous vous Absolument. Bon. Oui. Et Europa City, le tribunal a annulé, vous savez pourquoi ? Parce que dans l'étude d'impact, ils n'ont pas mesuré les flux de personnes qui risquaient d'apporter de la pollution par leur voiture. Donc vous avez des tribunaux qui sont en France, qui commencent à établir la justice climatique et qui établissent des règles de droit, des précédents. D'accord. Il n'y a pas que ça, il y en a d'autres, il y a encore un tribunal à Toulouse ces jours-ci, etc. Donc on voit pratiquement qu'on peut reconstruire le droit climatique par la jurisprudence, comme on avait vu qu'on avait construit effectivement le droit de l'environnement en France, parce que le dommage écologique, l'étude d'impact, c'est des inventions des tribunaux. Et donc moi, je fais confiance aux tribunaux, parce que je sais très bien que l'État a toujours 5 ou 10 ans de retard. Et encore, il y va à reculons la plupart du temps. Est-ce qu'on peut lier ça à la démission avec éclat de Nicolas Hulot, qui a expliqué grosso modo qu'il avait fait tout ce qu'il avait pu, qu'il avait essayé de tenir 2 ans, de porter des projets, mais que, voilà, quoi. Il y avait un trop grand décalage entre... Hulot, mais je crois que ce que vous avez dit, on peut le dire de façon très simple, il a rendu un immense service en disant la vérité. C'est-à-dire que pratiquement... Vous parlez là de sa démission en direct sur France Inter. Oui, parce que, si vous voulez, Corinne a écrit un bouquin qui s'appelle « On ne peut rien faire, Madame le ministre ». Je sais pas si vous avez... Oui. Bon, parce que quand elle est arrivée dans le ministère, on lui a dit il faut faire ça, on ne peut jamais rien faire, Madame le ministre. Lui s'est trouvé, comme c'est un homme de médias, il ne connaît pas le droit, il ne connaît pas la mécanique politique, il n'a pas de parti à proprement parler, il a des sympathisants. Tous les présidents précédents avaient essayé de le débaucher, il n'y avait que Macron qui avait réussi. Écoutez, c'est la preuve. Parce que c'était une icône en France. Cher ami, vous apportez le doigt à mon moulin. On a apporté une image, on n'a pas apporté, comment dirais-je, un expert, on a apporté une image. Et lui, comme il est un garçon sincère, il dit « je ne peux pas tromper le monde ». Et il n'était pas en accord avec lui-même, ce que je comprends très bien. Mais ce qui est très intéressant pour moi, c'est que sa démission est importante, puisqu'il y avait 100 000 personnes dans la rue le lendemain ou 8 jours après. Et là, il y a quand même une prise de conscience. Pourquoi on a des difficultés sur la notion de réchauffement climatique ?
faut comprendre quelque chose de très simple. C'est qu'on est sensible à la pollution si on respire mal, si on a des poussières, on le sent, etc. Et autre chose. Mais le climat, c'est une machine. Et la météo, c'est un accident de tous les jours. Oui. Et donc, il faut faire un effort pour comprendre que le climat est une machine qui se dérègle tout doucement et qui s'accélère d'ailleurs, puisqu'on prévoit des ennuis sérieux, d'après les spécialistes, dans les années 2040 pour nous. Moi, j'habite... Et les pessimistes disent 2025. Hein. Oui, mais bon, après... Oui, on verra. On verra. Oui, c'est comme toutes les affaires à boules de cristal. Enfin, je veux dire qu'on n'est plus, plus à prédire. l'horizon 2100. C'est Et donc, ça. par conséquent, la difficulté, c'est cette prise de conscience qui semble, comment dirais-je, s'attacher par les jeunes générations. Je crois qu'ils ont quand même compris quelque chose qui était leur affaire à eux, et c'est ce qui sauvera le monde sur ces questions-là. C'est les mouvements que j'observe dans tous les pays du monde avec les actions en justice. C'est très important. Parce qu'à ce moment-là, vous savez, je vais vous donner un détail. Au moment de la COP 21, c'était en décembre, vous vous souvenez ? Oui. Et il y a eu des décisions de justice qui ont été rendues en Hollande, la fameuse affaire Urgenda, une association qui a dit « mais le gouvernement néerlandais n'en fait pas assez, et donc, par conséquent, je demande au tribunal de condamner ». Ça fait un bruit pas possible. Il y a eu une autre décision au Pakistan, 21 septembre 2015, l'affaire Legari. C'est l'agriculteur qui dit vous faites rien, et moi j'ai des terres qui sont au bord de mer, la mer va m'envahir. Donc par conséquent, je voudrais que l'État soit condamné. Il y a un juge qui est assez extraordinaire, qui a décidé de nommer une commission pour faire du droit. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a eu un impact extraordinaire sur les délégués. Il y en a plusieurs qui ont déclaré, ils disent je venais ici à Paris pour défendre les intérêts de mon pays, et je m'aperçois qu'il faut que je défende les intérêts de la planète. C'est vachement intéressant. Très c'est beau. intéressant. Comme posture, oui. C'est beau. Alors, Ah oui, juste- alors, autrement justement- dit, c'est des choses qui démarrent doucement. Justement, tant qu'on est dans ces questions, on a l'impression quand même que les urgences s'accumulent en matière d'environnement. Mais Est-ce oui. qu'on peut quand même les prioriser ? On les prioriser. Selon vous, hein, Oui. monsieur Huglot. Comment dirais-je, les prioriser, c'est très difficile, parce que... En gros, on commence par quoi ? Si vraiment il fallait mettre le pas paquet la- sur quelque Là, chose. je remets une couche en disant que c'est C'est vraiment très- une question de citoyen. Je me la pose, Oui, mon oui. voisin se la pose. C'est bien gentil hein, de mettre ces trucs dans les poubelles, une verte pour les prends une plastiques, douche, etc. au lieu d'un bain, Mais je ensuite, il y a, comme vous dites, il y a un effort de compréhension. Donc pour ceux qui le font, il y a cette problématique de dire mais qu'est-ce que je peux faire moi à mon petit niveau local ? Je récupère l'eau de mes gouttières. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment des questions. Oui. Et là, c'est vrai qu'il y a une question qui se pose. Qu'est-ce qui est prioritaire ? Qu'est-ce qui est vraiment au-dessus ? La priorité de la priorité. Le juriste va vous répondre de façon C'est simple. pour ça que vous êtes là. Bah oui, il paraît. Mais c'est assez simple. Il faut changer la loi dont je parlais tout à l'heure, déjà. Que ce soit un impératif parmi d'autres. Hein. Je veux dire par là déjà que pratiquement, vous savez que par exemple quand on parle de la transition énergétique, etc., c'est toujours une politique de compromis. Oui. C'est un pas en avant. On appelle ce qu'on appelle aussi l'éco-conditionnalité, c'est-à-dire je vous prête de l'argent à condition que. C'est ce que j'appelle des techniques de développement durable, c'est-à-dire un mix entre le social, l'économique et le droit. Un peu de carotte, un peu de bâton. Voilà, pour il y a un faire peu de simple. ça, il y a un peu de ça. Et donc, par conséquent, si on est obligé de reculer sur l'environnement, c'est pas grave parce qu'il faut faire du bien au social. Bon, d'accord, c'est du court terme. Moi, je suis, en tant que juriste, je considère que la chose la plus importante qui soit, ce serait que, par exemple, le Conseil constitutionnel affirme vraiment le droit de l'environnement. Il ne l'a pas fait jusqu'à présent, on pourra en discuter, je peux vous expliquer pourquoi. C'est la juridiction supérieure en France. Oui. Bon, comment dirais-je, quand on regarde les Ce autres serait autre États... chose que le marqueur dans la Constitution dont on a parlé Voilà, tout à c'est l'heure. ça. On a besoin de ça. Oui. On a besoin de ça. On a besoin d'une déclaration forte et franche de la supériorité du droit de l'environnement par rapport au droit commun. Et il y a une chose qui est très intéressante, un détail. Et c'est ça qui me rend optimiste sur la planète. Quand j'ai examiné tous ces procès faits partout, en Asie, en Afrique, tout ce que vous voulez, Amérique du Sud, etc., on voit toujours qu'il y a quelque chose derrière, c'est que les requérants se réfèrent au droit constitutionnel à l'environnement, c'est-à-dire les droits individuels à sa personne, de vivre dans un climat sain, etc. Et il faut savoir quelque chose, c'est que sur 191 États, vous en avez 145 qui ont du droit constitutionnel à l'environnement. Alors je pense que c'est... Ça peut être un socle solide. C'est un peu un socle solide. Si on relie tout ça ensemble, effectivement, on a une poussée forte du droit de l'environnement et, comment dirais-je,
la possibilité de basculer vers une transition énergétique à peu près normale, puis d'autre part de ne pas prendre des décisions manifestement contraires à ce qu'on appelle la politique climatique. Parce que faut quand même voir quelque chose. La priorité des priorités, Oui. c'est les villes. Les villes sont responsables de 70% de l'apport en gaz à effet de serre. Ah, ça, je l'ai entendu aussi côté chinois. Oui. Eh bien oui, parce que... Et à une taille... Et en Chine, il y a des ça. belles villes. Il y en a des belles villes comme Paris. Il y en a aussi nombreuses, beaucoup, si j'ose dire. Et ce qui va se passer, c'est que dans l'avenir, effectivement, vous allez avoir de plus en plus de monde dans les villes, puisqu'ils quittent leur littoral, et donc ils vont se regrouper. Donc le vrai sujet, c'est la politique de la ville, me semble-t-il. Le problème de la voiture, le problème des D'accord. transports en commun, le problème de la gestion des déchets. Hein. Il y a un rapport de l'OCDE qui vient de sortir, qui est épouvantable, qui nous explique que, par exemple, les déchets en est en augmentation de 70%. Enfin, je trouve que c'est des chiffres effrayants, et notamment, en particulier, dans les océans, puisque le rapport a un chapitre qui s'appelle « Plus de plastique que de poissons dans le... » Bon. Il y a eu une enquête remarquable de Cache Investigation sur la gestion des plastiques dans le monde et la panique créée par la Chine qui absorbait jusque-là la quantité de plastique que tout le monde retraitait, en fait, mettait dans des bateaux et envoyait en Chine. Et la Chine a dit stop. Je ne veux plus être la poubelle du monde. Et là, du coup, c'est en train de grimper un petit peu partout dans l'État. Alors, puisque vous parliez d'Amérique... Christophe, juste un instant pour conclure cette parenthèse-là. Là, je m'autorise à penser tout haut. Je vais peut-être sortir une énormité. Je m'autorise. C'est-à-dire que ce que vous appelez la justice climatique, votre bouquin, le droit de l'environnement, vous le prononcez beaucoup, le droit de l'environnement doit être aussi haut que les droits de l'homme ? Ben oui, bien sûr. C'est ça, hein, j'ai bien compris. Ça, c'est votre... D'accord. Là, Largement, c'est-à-dire même au-dessus. Il y a quelque chose d'intéressant que vous connaissez peut-être pas, c'est que à la demande du président de la République précédent, Corinne Lepage a écrit un texte, nous étions plusieurs à le faire, d'ailleurs avec des professeurs de droit, qui s'appelle « La Déclaration des droits de l'humanité ». Il y a un ouvrage que j'ai fait, comment dirais-je, analysé par 16 professeurs de droit, il y a 16 articles, il y a 6 droits pour l'humanité et 6 devoirs pour l'homme. Quelle est l'idée qu'il y a derrière ça ? C'est extrêmement simple. On n'est plus dans le droit à faire quelque chose, on est dans le devoir. Et le basculement à faire, c'est de changer de paradigme. On n'est plus dans le choix, on est dans une situation d'urgence. J'appelle ça la notion de catastrophe lente. Nous sommes dans une situation de catastrophe lente. Donc vous inversez les facteurs. Vous n'êtes plus en situation de discuter, est-ce que j'ai droit à ceci, j'ai droit à cela, est-ce que je ne dois pas faire quelque chose ? Et c'est ça la vraie question. On va vous rétorquer que c'est encore de l'écologie punitive et contraignante et que c'est précisément ce dont les gens ne veulent pas. Écoutez, moi je vais vous dire quelque chose. Par là que vous Vous voyez avez le un chemin, incendie en à tout cas. côté de chez vous, vous rajoutez de l'essence. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas mal. Totalement. Non, mais je me faisais l'avocat du vous diable voyez ce que je veux parce dire. que c'est ce qu'on entend souvent. Le diable d'avocat vous a répondu. Absolument. Alors je vais retester le diable d'avocat. J'espère même que je vais Il renvoie les balles très vite. Hein. J'espère même que je vais vous énerver, mais c'est pour ça que c'est un plaisir. Chouette. Vous avez parlé d'Amérique du Sud tout à l'heure. En 2012, Chevron, la compagnie américaine, a été condamnée par la justice équatorienne à verser 9,5 milliards de dollars pour des dégâts commis avec des épandages de pétrole sauvages, de rebut en pleine forêt amazonienne sur des dizaines de milliers d'hectares. Ça a été 15 ans de procédure et au bout de ces 15 ans de procédure, l'Équateur a condamné Chevron à lui verser 9,5 milliards de dollars. La semaine dernière, il y a 15 jours, une cour d'arbitrage internationale basée aux Pays-Bas vient d'annuler cette condamnation par une justice souveraine et a condamné l'État équatorien à payer tous les frais de procédure et à s'asseoir sur l'amende. Alors ma question va être brutale. Est-ce que les juridictions nationales sont-elles en train d'être tuées par ces cours d'arbitrage privés ? Alors c'est un problème extrêmement grave. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On va d'abord parler de Chevron assez rapidement. Je connais ce dossier en particulier puisqu'il y a eu aussi des initiatives internationales pour apporter de l'argent à cet État pour éviter qu'il fasse appel à des compagnies pétrolières. Parce que quand il y a la tentation, c'était effectivement de faire venir des compagnies pétrolières pour exploiter les ressources. Et donc il y a eu un mouvement important où on donnait à l'État en question de l'argent pour éviter de recourir à ça. Bon, Chevron s'est comporté dans des conditions invraisemblables. Il faut quand même savoir aussi, aux États-Unis, il y a 2 grands procès qui sont faits actuellement devant les cours fédérales.
la ville de New York a assigné Chevron en particulier, et la ville et la Californie et 33 communes ont attaqué aussi Chevron. Chevron dans le collimateur, partout. Parce qu'il a une politique, si j'ose dire, qui est dramatique au point de vue de l'environnement, et que on voit très bien dans les actes de procédure comment Chevron a menti, etc. Bon. Il se comporte de manière globale. Voilà, il envoie ses rejets partout, j'arrive, je pollue, je m'en fiche. Bon. Et ça, ce sont des faits. Dans cette affaire-là, ici, vous avez un cas particulier, c'est une justice qui est justice arbitrale. C'est ce que c'est que des arbitres. Il y a un président, puis il y a 2 personnes qui sont choisies par chacune des parties. Donc il y a un président départiteur, et vous avez probablement Chevron a choisi un juge, et les autres... Bon, il suffit que le président bascule avec l'avocat, avec le représentant de Chevron, le juge désigné par Chevron, pour que vous n'avez aucune garantie d'indépendance dans une justice. Et il peut basculer aussi côté État, puisque je vais me faire l'avocat du diable. Oui, aussi. Mais comment dirais-je... Quels sont les profils de ces arbitres privés? Ce sont des experts qui sont des choisis. Avocats d'affaires. Oui, des avocats gens qui d'affaires en connaissent. général, oui. Oui. Mais l'arbitrage n'est pas favorable à l'environnement pour une raison très simple, parce qu'on recherche toujours des compromis. Parce que la nature ne paye personne. Non, c'est pas ça. C'est que l'environnement, c'est des règles d'ordre public. Et ça ne peut pas être géré par un arbitrage. Vous comprenez ce que je veux Mais dire? là, dans le cas qui nous occupe... Je vais vous expliquer. Si j'étais devant un tribunal, français ou ailleurs, n'importe quoi, je ferais juger que celui qui a pollué un terrain, c'est d'ordre public qui doit le remettre en état. D'accord? D'accord. Tandis que là, devant... C'est ce qu'a jugé la justice équatorienne il y a 12 Voilà, ans. mais oui. Et alors, ce sont des règles, on parlait tout à l'heure de la pollution des sols en Chine, il y a des lois là-dessus, il y a des principes fondamentaux, pollueur-payeur, vous avez tout détruit, vous devez réparer. Bon, c'est des principes de droit international assez classiques. Mais si vous mettez dans la balance, qu'est-ce qui a été soumis au juge? Est-ce que la justice équatorienne est vraiment très bien? Est-ce qu'au point de vue du droit des affaires, ça doit se passer comme ça? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Donc, parce vous qu'on n'êtes peut pas... toujours plaider que la justice équatorienne Voilà. va être en faveur de l'État équatorien. Voilà. Oui, c'est ça, parce que les juges sont nommés, etc. Bon. Mais le vrai sujet qu'on a derrière ça, c'est, je pense que l'Équateur n'est pas obligé de suivre d'ailleurs ce que dit la justice privée. C'est une justice privée, arbitrale privée. C'est pas public. J'en sais pas plus C'est que pas vous, un même tribunal moi. international. Il n'y a pas de tribunal international. Alors le problème qu'on a, c'est que dans ce qu'on appelle le CETA, l'accord avec le Canada, Oui. et l'accord avec le futur TAFTA, avec les États-Unis, il y a effectivement des institutions de justice arbitrale pour régler les différends. Par exemple, il y a dans ces traités-là, il faut être très concret, il y a des dispositions en termes desquelles, lorsqu'il y aurait une clause environnementale qui arriverait après la signature du traité et l'installation de l'industriel, Oui. eh bien, effectivement, il y aurait droit à réparation. C'est-à-dire que, effectivement, ce sera un tribunal arbitral qui permettrait de passer au-dessus des règles d'ordre public, parce que l'environnement, c'est d'ordre public. La loi sur l'air, les normes sur l'air, sur l'eau, etc., ça touche à la santé. Donc, c'est invraisemblable comme situation. Ça met entre parenthèses, c'est tout à fait contraire chez nous sur les principes du procès équitable, tels qu'ils sont annoncés par la jurisprudence qu'on appelle la Cour européenne de Strasbourg. Et donc, on ne peut pas se contenter sur une justice privée sur des choses de ce genre-là pour aller à l'encontre du droit de l'environnement. C'est une des choses les plus délicates, d'autant plus que dans le fameux accord, le fameux traité de 1992 sur l'accord sur le climat, il y a quand même une clause dans laquelle il est indiqué, enfin heureusement ça n'est pas apparu jusqu'à présent, qui est indiqué en disant que les mesures à faire pour lutter contre le réchauffement climatique ne devraient pas contrarier le commerce international. Vous avez toujours dans l'évolution de ce droit une espèce de pouvoir de bascule dans un sens ou dans un autre. Qu'est-ce qui va prédominer? L'économie tout de suite, comme disait Nicolas Hulot, ou l'environnement? Il y a toujours un jeu de bascule et d'essayer de faire reculer le droit de l'environnement, de le dissoudre un peu par la notion de développement durable, parce que le développement durable, je ne suis pas contre, mais c'est pas n'importe quel prix. Oui, tout à fait. Hein, c'est pas n'importe quel prix. Le développement durable, si on parle tout le temps de l'économique et de social et jamais de l'environnement, ça ne va pas.
Mais ce jeu de balance dont vous parlez là, il vous agace autant que nous ou c'est quelque chose qu'il faut accepter? Ah non, ça ne changera pas. On ne peut pas l'accepter. Ah, d'accord, On ok. est bien On ne peut d'accord. pas l'accepter. Si vous voulez, j'ai passé quand même une bonne partie de ma vie professionnelle à faire condamner en responsabilité. Qu'est-ce qui a établi le droit de l'environnement finalement? C'est quand j'ai fait condamner la société Montedison, son président, à 3 mois de prison. Ah, là, évidemment, ils ont amnistié. Ils disent, ah, c'est quand même quelque chose. Et quand vous êtes allé aux États-Unis et que vous avez fait déclarer que la filiale de Chicago, enfin la maison mère de Chicago, Standard Oil of Indiana, est responsable du naufrage parce qu'elle a accepté de faire les plans du bateau dans son immeuble, comment dirais-je, supérieur, que le juge dit tout ce qui sort derrière ça, et comment dirais-je, et tout ce qui en découle de cette décision-là, même s'il y a des filiales, même s'il y a des écrans, je vous considère comme responsable. Ça fait fureur aux États-Unis. Mais c'est grâce à ça, des décisions comme ça, qu'on a eu beaucoup moins d'ennuis avec les pétroliers en Europe. D'où votre phrase que ce sont les juges qui font avancer la société civile et les juges qui font avancer Mais les choses. C'est toujours, faut rechercher la responsabilité, soit qu'elle soit, j'aime pas le pénal ni quoi que ce soit, mais c'est nécessaire. Il était nécessaire que Total soit condamné dans l'affaire de l'Erika. D'ailleurs, Total était beaucoup plus intelligent dans l'accident de Toulouse. Ils ont réparé. AZF, on parle AZF, oui. C'était beaucoup plus responsable. Et donc, comment dirais-je, il y a une attitude des juges différente. Pourquoi? Parce qu'ils ont réparé à l'avance. Et quand vous avez des gens qui sont figés sur des positions, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, effectivement, ils sont figés sur des positions, il n'y a qu'une seule chose à faire, passez mon expression, c'est de les rendre responsables. Mon cher Christophe, on se retrouve dans un instant. Merci.